L'échiquier international, soyez les bienvenus. Guerre entre les États-Unis et l'Iran avec le détroit d'Ormuz comme zone de haute tension. Clausewitz disait que la guerre était d'abord un choc politique entre deux volontés antagonistes, entre adversaires, lequel est capable d'encaisser le choc le plus longtemps durant l'intervalle de la confrontation. Mais au-delà de cette guerre iranienne, est-ce que cela n'illustre pas un nouveau monde qui se dessine? La force militaire devient complètement désinhibée, le droit international mis de côté, sans parler de l'érosion, peut-être, de la présence américaine dans la région du Moyen-Orient, qui céderait donc sa place à d'autres puissances. On posera la question à nos deux invités. Donc, est-ce que cette guerre contre l'Iran, est-ce que cela ne présente pas un nouvel échiquier international? C'est de cela qu'il s'agit ce soir dans notre émission. À tout de suite pour en parler. Alors on s'est posé la question tout au long de la semaine, ici même, est-ce que l'Occident aurait sous-estimé les capacités militaires de l'Iran? Est-ce que Trump a sous-estimé les capacités militaires de l'Iran? On a du mal à croire quand même que le renseignement militaire américain se soit à ce point trompé. En revanche, la résilience politique du système politique iranien semble encore surprendre. Pour en parler, je salue Mireille Zaki, bonsoir. Bonsoir, merci. Journaliste suisse spécialisée dans le domaine économique, bienvenue. Autrice également. Merci. Et également avec nous Jean-Baptiste Noé, spécialiste en histoire économique et surtout rédacteur en chef de la revue Conflit, bienvenue. Merci. Alors Jean-Baptiste, on commence par vous. Comment expliquez-vous justement que les Américains, les Occidentaux aient été surpris par la capacité militaire des Iraniens et surtout leur résilience politique avec toute la puissance de feu de Washington, surtout les dernières semaines, des dignitaires iraniens qui ont été tués, l'embargo drastique depuis quelques années, la guerre des 12 jours. La résilience politique iranienne est une surprise. Oui, alors plus que les Occidentaux, ce sont vraiment les Américains, les Européens n'étaient pas favorables à ces frappes. Et on voit qu'il s'agit d'une erreur. C'est l'erreur de penser qu'on change un régime ou qu'on règle un problème par des bombardements ou par des interventions militaires. Et Donald Trump a été pris de ce qu'on appelle l'hubris, l'aveuglement, qui était que face à la puissance militaire américaine, qui est immense, eh bien, il pensait qu'en quelques jours de bombardement, le régime iranien allait s'effondrer et que le pays allait être à ses pieds. Et on voit bien qu'on est après quasiment 15 jours de guerre et que les États-Unis sont dans une impasse et sont sans aucune solution. Mireille Zaki, vous allez plus loin, vous avez signé une chronique dernièrement intitulée « L'Iran serait-il le Poitiers de l'Amérique ?» Alors Poitiers, ça fait référence à la bataille en 732 quand Charles Martel avait arrêté les troupes de Abderrahmane vers le nord. Alors pourquoi dites-vous que l'Iran marquerait donc un coup d'arrêt à la puissance américaine? Car au fond, c'est cela que vous dites. Oui, je pense qu'il y a une logique expansionniste qui dure depuis des années. On se souvient tous de la guerre en Irak en 2003. Il y avait cette idéologie comme quoi le camp du bien va lutter contre le camp du mal. On a découvert avec les néoconservateurs américains une logique de guerre sainte, si vous voulez, de guerre juste, qui nous ramenait au temps des croisés. C'est pour ça que je parle de Poitiers aujourd'hui, parce qu'on est dans une logique où l'Empire occidental veut étendre sa suprématie, veut démontrer sa puissance. Une guerre comme ça, c'est toujours un test en temps réel de la puissance prétendue de chacun. Et là, on voit qu'on atteint une barrière qui pourrait être infranchissable. Bien sûr, le dernier mot n'a pas été dit, mais on voit que les États-Unis et Israël, deux puissances qui ont pu s'armer, qui sont dotées de l'arme nucléaire, qui ont pu franchir illégalement toutes les lignes rouges du droit international, n'arrivent pas à vaincre un pays qui est quand même un pays en voie de développement, malgré tout. L'Iran ne fait pas partie des pays développés. C'est un pays qui a 47 ans d'embargo dans les dents, qui a dû faire appel à des systèmes financiers parallèles, qui ne peut pas vendre son pétrole à son prix de marché, qui survit depuis des années et malgré ça, il est doté de missiles balistiques bon marché et de drones produits en masse qui parviennent à
insécuriser un pays aussi puissant qu'Israël et à aussi mettre au défi les États-Unis qui eux-mêmes ont certes des armes très sophistiquées, puissantes et chères et des systèmes antimissiles très très coûteux aussi, mais qui sur ce terrain d'1,5 million de kilomètres carrés et de 90 millions d'habitants, eh bien, il s'avère largement inefficace. Peut-être des missiles pas aussi bon marché que ça, Mirazaki, on l'a vu, hein, avec le dernier missile Shinji qui dispose quand même des têtes assez conséquentes et volumineuses et qui ont fait beaucoup de dégâts à Tel Aviv. Bien sûr, mais c'est-à-dire le coût de la guerre américaine est d'environ 10 milliards de dollars pour quelques heures ou pour quelques jours. Et au bout de 60 jours, on a calculé qu'on arrivait à 65 milliards de dollars de déficit budgétaire en plus. Et donc, pour les États-Unis, qui ont déjà un gros déficit budgétaire et un endettement énorme, c'est très difficilement tenable. Et sans compter toute l'inflation provoquée qui irrite toute la population américaine et les agriculteurs dont les engrais deviennent plus chers et les automobilistes dont le prix de l'essence devient plus cher. Donc finalement, les États-Unis tombent dans leur propre piège économique. Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Trump a trop vite confondu le Venezuela avec l'Iran ? Une guerre longue pour les États-Unis, il l'avait dit au départ, serait en soi une défaite stratégique pour l'administration Trump, et c'est bien ce qui est en train de se passer. Et Trump est de plus en plus fragile, y compris au niveau international, face à ses alliés, face à son opinion interne, sans parler des midterms qui arrivent. Oui, tout à fait. Effectivement, le but de l'Iran, c'est de tenir le plus possible. Plus l'Iran tient et plus c'est une défaite pour les États-Unis. Et on voit effectivement des États-Unis qui sont isolés. D'abord, les Européens ne soutiennent pas cette opération pour la plupart. La population américaine est aussi assez rétive. Et les sondages, y compris d'ailleurs chez les républicains, montrent qu'il n'y a pas d'adhésion à cette guerre dont ils ne comprennent pas en fait quelle est la finalité et quelles sont les raisons profondes. Et puis, comme ça a bien été dit, c'est un coût qui est très important. La fermeture du détroit d'Ormuz provoque cette hausse du prix du pétrole. Et donc effectivement, en réaction, hausse du prix du gaz, donc hausse du prix des engrais, de tous les produits dérivés. Et puis, on voit également l'intervention de la Chine. Une partie de l'armement utilisé par l'Iran est fourni ou a été fourni dans le passé par la Chine, qui trouve là un moyen d'affaiblir les États-Unis en le mettant dans cette impasse stratégique et militaire dans laquelle Washington s'est mis. Mirazaki, le point d'ancrage pour les Iraniens, c'est bien entendu le détroit d'Ormuz. Ils en maîtrisent l'accès, ce qui marque un grand avantage pour Téhéran. Encore une fois, le détroit d'Ormuz n'est pas bloqué par Téhéran, mais serait filtré. En tout cas, c'est ce que disent les autorités iraniennes. Alors, il y a une information qui flotte. Vous allez me donner votre avis. L'Iran préparait une mesure susceptible de bouleverser la finance mondiale, à savoir autoriser les pétroliers à franchir le détroit d'Ormuz que si les cargaisons étaient payées en yuan chinois et non en dollars. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça serait possible à moyen terme? Votre avis, vous qui avez écrit il y a quelques années un livre intitulé « La fin du dollar ». En tout cas, c'est un des signes de cette supposée fin du dollar avec cette affaire du détroit d'Ormuz. Tout à fait. En réalité, cette logique avait déjà commencé avant cette guerre. L'Iran vend presque exclusivement son pétrole à la Chine. Il produit 2 millions de barils par jour. Ça, c'était avant le début de ses frappes. Avec le début des frappes, il est descendu à 1 million de barils. Mais là, apparemment, il arrive à remonter à 2 millions de barils. Ça veut dire que ça ne cause quasiment aucune perturbation de sa production qui va intégralement vers la Chine. Et depuis longtemps déjà, c'est payé en yuan chinois. Parce que l'Iran passe par le système financier chinois très largement, puisqu'il est exclu du système SWIFT, qui est le système de paiement occidental. Et donc, aujourd'hui, la menace, elle est très réelle. C'est de vraiment donner
le passage aux pays qui font finalement partie du Sud global ou des alliés du Sud global qui peuvent participer et jouer le jeu dans des monnaies alternatives. Mais pour l'instant, ce qui apparaît, c'est que c'est plus une menace pour inciter Trump et Netanyahou à en arriver à la fin de cette guerre, à stopper leurs attaques et à être dissuadés plutôt qu'à passer vraiment à l'acte. Les tensions, en tout cas sur le détroit d'Ormuz, se font sentir. Le prix du Brent a clôturé à plus de $103, alors qu'avant la guerre, il oscillait entre $70. On le rappelle, le détroit d'Ormuz transporte 20% du pétrole mondial et une tension pourrait bien entendu faire grimper les prix assez vite, les prix de l'énergie au niveau mondial. Mais ce qui est frappant, Jean-Baptiste, c'est que l'Iran vend déjà, comme l'a dit Madame Mirazaki, vend déjà son pétrole exclusivement à la Chine. Au moins 11 millions de barils auraient transité depuis le début du conflit. Est-ce que ce n'est pas aussi, au fond, cela que l'Amérique attaque, c'est-à-dire cette alliance sino-iranienne qui prend de plus en plus d'importance au sein d'une région aussi stratégique pour les États-Unis ? Oui, tout à fait. L'Iran fait en sorte que les pétroliers qui vont vers la Chine puissent continuer à passer, même s'ils sont filtrés, parce qu'effectivement, la Chine est un allié important de l'Iran et l'Iran ne veut pas pénaliser son allié. Et en fait, on est là dans une guerre où il y a des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que vous avez des dégâts à côté Chine, Inde et pays asiatiques qui s'approvisionnent en pétrole soit en Iran, soit dans les pays arabes du Golfe, puisque le pétrole qui transite par Hormuz va essentiellement en Asie. Et puis vous avez également des dégâts collatéraux chez les pays arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, etc., qui se retrouvent pris dans cette guerre avec des problèmes économiques majeurs, notamment avec les perturbations aériennes, et qui sont, eux, à l'origine aussi plutôt côté américain. Et donc on voit que les États-Unis sont en train de perdre une partie de leurs alliés qui se trouvent pris dans une guerre dont ils ne voulaient pas. Et donc dans cet affrontement États-Unis-Iran, qui est aussi un affrontement effectivement États-Unis-Chine, eh bien on se retrouve avec des dégâts collatéraux qui fait que les États-Unis fragilisent leur alliance dans les pays du Golfe, mais aussi en Asie. Mirazaki, il faut peut-être aussi revenir un tout petit peu concernant la Chine et préciser certaines choses. L'attaque contre l'Iran et avant cela le Venezuela a fait vaciller la sécurité, enfin un pan de la sécurité énergétique chinoise. Mais malgré le partenariat avec Téhéran et les éventuelles rumeurs du soutien matériel chinois, la doctrine chinoise repose sur la stabilité économique, illustrée par exemple avec le projet gigantesque qu'est les routes de la soie. La Chine a des partenaires, pas des alliés, à part peut-être la Corée du Nord. La priorité pour Pékin demeure, c'est ce que Pékin a toujours dit, la préservation de ses intérêts commerciaux et énergétiques, mais sur fond de stabilité. Alors je vous pose la question, est-ce qu'une guerre de longue durée contre l'Iran fait vraiment les beaux jours de Pékin ? Alors, c'est sûr que quand les États-Unis ont attaqué le Venezuela, le Venezuela, à un moment donné, c'était le principal fournisseur de pétrole de la Chine. Et maintenant, on attaque un autre fournisseur de pétrole et allié de la Chine. Heureusement, la Chine, elle est assez diversifiée parce que son plus gros fournisseur, c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et donc, elle ne risque pas de manquer de pétrole, mais elle sent bien que ses intérêts sont attaqués. Mais elle aussi, elle est tout à fait redoutable parce que moi, l'hypothèse de Poitiers, si vous voulez, j'ai commencé à l'émettre au moment où ce sont des technologies chinoises et russes et iraniennes qui ont permis de créer des brouilleurs très efficaces du système Starlink d'Elon Musk, qui fournissait Internet, qui fournissait une connexion sur le territoire iranien. Ils avaient réussi à infiltrer Starlink dans plusieurs quartiers de Téhéran, des antennes Starlink, et c'est comme ça que les gens arrivaient à se coordonner et à faire des manifestations géantes, et ça permettait aussi à l'opposition étrangère d'augmenter son ingérence dans la fabrication de l'opposition, dans la stimulation de l'opposition du pays. Et donc, dès que les brouilleurs ont agi sur les antennes Starlink, tout d'un coup, les manifestations ont dû s'arrêter parce que c'était un énorme échec. Et cet échec, il est avant tout technologique et ça finit par déborder sur le militaire. Ça nous montre aussi que la solution Starlink n'est pas celle qui va libérer les peuples et amener la démocratie là où les États-Unis ont envie. Ça allait devenir un outil, si vous voulez, d'ingérence phénoménale. Et on a vu à quel point les Chinois aujourd'hui sont capables de mettre ça en échec.
Et c'est un véritable rival technologique qui a émergé aujourd'hui, la Chine, au niveau militaire, au niveau de la cyberinformatique et de la cybersécurité, et des drones aussi, et des missiles aussi. Et la Russie également. Elle commence à développer des missiles et des armes extrêmement performantes. Elle en fait d'ailleurs étalage. Et tout ça, c'est des alliés de l'Iran. Donc les Iraniens ont des alliés de taille, même si eux-mêmes ils sont pas une puissance nucléaire, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Là d'ailleurs, je tiens à amener un sujet intéressant, c'est que l'Europe compte produire un système de fourniture de connexion Internet à tous les États qui peuvent couper Internet à leur population. Vous voyez le potentiel de ça. C'est de fournir un espèce de Starlink européen avec plusieurs pays impliqués pour développer ces technologies, parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas investir chaque pays tout seul, qu'il faut combiner les investissements pour atteindre une telle technologie. Mais on a vraiment là un outil qui va viser à pouvoir favoriser les oppositions dans les pays ennemis. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on a ? On a une Chine et une Russie capables de mettre en échec des milliards d'investissements technologiques s'ils arrivent à brouiller ces systèmes satellitaires de connexion. En effet, on est en plein dans les guerres de dernière génération, ce que dévoile aussi cette confrontation avec l'Iran. Jean-Baptiste Noé, en tout cas, Trump veut dénouer, il le dit, le nœud iranien au sein du détroit d'Ormuz. On a dit que l'armée iranienne comptait y mettre des mines, rien n'est moins sûr pour l'instant. En tout cas, Trump et son administration semblent être aux abois, vous l'avez dit. Le président américain fait désormais pression sur l'OTAN je cite, d'un très mauvais avenir si les pays de l'Alliance ne l'aideraient pas à dénouer donc le nœud iranien au sein du détroit d'Ormuz. Trump d'ailleurs veut aller plus loin, il veut la mise en place d'une coalition navale pour avoir la mainmise définitive sur le détroit d'Ormuz, avec aussi des pays hors de l'OTAN. Réponse des intéressés. Alors la France refuse d'y participer à cette coalition. L'Australie décline la participation. Le Japon, refus de déploiement. Royaume-Uni, réticence, c'est assez rare avec un allié comme le Royaume-Uni. La Corée du Sud examine la proposition, mais on sent qu'ils sont un peu timorés. La Chine rejette toute implication militaire allant dans ce sens. L'Allemagne n'a pas encore répondu, le Qatar a refusé. Alors, entre chantage, menaces, humiliation, Trump, finalement, découvre ce que vaut réellement le poids des alliés dans un monde aussi compliqué que le monde qu'on a sous nos yeux. Oui, alors le problème, c'est que c'est un détournement du sens de l'OTAN. L'OTAN, à l'origine, a été créé pour se protéger, protéger les Européens de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est réorganisé contre la Russie. Donc les Polonais, les Lituaniens, peut-être un jour les Ukrainiens voient dans l'OTAN un moyen de se protéger des Russes, mais pas du tout pour intervenir dans le Golfe Persique ou dans les détroit d'Ormuz. Donc on n'est plus dans l'Atlantique. Autant c'est traité de l'Atlantique Nord. On n'est pas dans l'Atlantique Nord, on n'est pas en Europe, on n'est pas dans la zone OTAN. Et donc vouloir faire intervenir les pays de l'OTAN, c'est un détournement complet de l'esprit et des accords du traité. Et il n'y a pas non plus de raison. Vous n'avez pas un pays de l'OTAN qui est attaqué, donc il n'y a pas de raison d'intervenir, il n'y a pas de protection d'un pays membre de l'Alliance. Le seul pays éventuellement qui pourrait faire jouer cela, c'est la Turquie, qui est membre de l'OTAN, mais la Turquie n'est pas directement impliquée dans le conflit. Donc effectivement, là, on a un détournement. Et puis les pays de l'OTAN, hormis la France d'ailleurs, n'ont pas de marine capable d'intervenir. Et seule la France, parmi l'OTAN, dispose également de sous-marins ou d'outils qui peuvent faire du déminage dans les eaux du détroit d'Ormuz. Donc, de toute façon, les États-Unis se retrouvent assez seuls sur ce sujet. Jean-Baptiste, comment avoir passé tellement de mois à presque humilier ses partenaires, entre guillemets, stratégiques ou au sein de l'Alliance, voire au-delà, comment les avoir humiliés, menacés, tensés, critiqués, et vouloir maintenant demander leur aide pour dénouer l'équation au sein du détroit d'Ormuz? C'était ça un peu le sens de ma question. Oui, c'est tout le problème. Et on voit que Donald Trump est complètement erratique. Donc il dit une chose, il va dire l'inverse quelques jours plus tard. Il revient sur ce qu'il a pu dire ou sur les actes qu'il a pu faire.
Il y a un an et demi maintenant, lors d'un grand discours à Riyad, il avait dit qu'il était contre le changement de régime et qu'il ne voulait plus de ce qu'on appelait les néoconservateurs, donc changer les régimes par la guerre. Et c'est aujourd'hui ce qu'il essaye de faire en Iran. Donc ça rend la diplomatie américaine complètement brouillonne. Et évidemment, ça refroidit les alliés potentiels des États-Unis ou les alliés réels des États-Unis, parce qu'on est face à une administration qui ne sait pas vraiment où elle va et qui dit une chose et son contraire. Mirat Zaki, comme je viens de le dire, Trump a demandé de l'aide à 10 pays pour, encore une fois, solutionner selon lui le blocage du détroit d'Ormuz, en tout cas le poids iranien au sein de ce détroit. On se souvient donc de Trump, de son arrogance avec les tarifs douaniers, la menace de l'annexion du Groenland, et aujourd'hui qui quémande de l'aide à ses alliés qui n'en sont pas, selon Marco Rubio. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit à Munich il y a quelques mois au sujet, lors d'une rencontre sur la sécurité de l'Occident. Alors, est-ce que le monde est en train de se détourner des États-Unis et c'est au fond, ça peut-être la stratégie iranienne? Alors ça, c'est la chance iranienne, effectivement, c'est que Donald Trump a très très mal joué ses cartes, s'est montré extrêmement inconséquent. On se souvient de J.D. Vance à la conférence de Munich d'il y a une année, expliquant à l'Europe qu'elle doit se prendre en main, qu'elle doit se défendre toute seule, que l'OTAN doit se trouver sa voie et ne plus compter sur les États-Unis, que l'Europe doit augmenter ses budgets militaires, qu'il faut qu'ils deviennent autonomes, qu'ils arrêtent de demander l'aide américaine. Et maintenant, ils viennent supplier l'aide des Européens et d'autres pays, comme si rien ne s'était passé avant. Et surtout, ils viennent aussi demander l'aide de pays qui n'ont rien demandé face à cette guerre. Donc c'est une inconséquence totale. C'est vraiment demander au reste du monde de défendre les intérêts uniquement américains. Personne n'a voulu attaquer l'Iran. Personne n'y aurait vu d'intérêt ni issue positive à ça. C'est une guerre illégale, très très encouragée par Israël au départ pour des raisons idéologiques, impérialistes et suprématistes. Et donc c'est en train maintenant la boucle est en train d'être bouclée, c'est-à-dire la réponse du berger à la bergère, c'est que le reste du monde explique non. Nous, on n'est pas dans cette logique. Il ne faut pas oublier que la très grande majorité des pays, déjà avec la Russie, ils avaient refusé de sanctionner la Russie et qu'on avait déjà pu tester en temps réel la baisse d'influence des États-Unis quand ils décident, eux, de lancer des sanctions. Il n'y a que l'Europe et la Suisse, la pauvre Suisse, qui les suit, mais pas le reste du monde. Aujourd'hui, le reste du monde fait aussi un peu commerce avec l'Iran et ne rentre pas complètement dans le système américain. Le système américain qui est devenu très très agressif avec ses meilleurs alliés, ses meilleurs partenaires comme l'Europe. Trump a même menacé des pays européens de droits de douane s'ils ne rentrent pas dans la guerre contre l'Iran. Il a aussi menacé l'Espagne qui était très critique de cette guerre. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut imaginer une seconde que d'autres partenaires vont intervenir? Par ailleurs, comme dit mon collègue de l'émission, eh bien oui, Trump dit tout et son contraire. Il a dit on aimerait placer Reza Pahlavi. Ensuite, il a dit non, plutôt quelqu'un du régime, mais ni l'une ni l'autre des solutions ne fonctionnent. Il a dit on aimerait que l'armée kurde mette 150 000 personnes pour une solution terrestre pour venir maîtriser peut-être le détroit d'Ormuz parce que c'est que par voie terrestre qu'on y arrive. Ensuite, il a dit non, il vaut mieux que les Kurdes n'interviennent pas, on va trouver une autre solution. Donc, il faut quand même se dire que là, c'est une débandade américaine à laquelle on assiste. Ça n'est plus de la stratégie, là. C'est une voie tout à fait erratique qu'il est en train d'emprunter et il ne sait pas comment sortir la tête haute de cette situation. Alors justement, comment sortir de cette situation selon vous, Mirat Zaki? On ne lit pas dans les marques de café, mais comment vous voyez les prochaines semaines, voire les prochains mois, on ne l'espère pas, mais tout de même? Alors même le discours de Netanyahou n'est plus dans une logique de promettre des énormes coups d'éclat, décapiter tout le régime, etc. Il semble qu'ils y arriveront tout simplement pas. Donc je pense que ça va mourir de sa petite mort, c'est-à-dire que les frappes vont se réduire. On va commencer à parler de négociations. Les populations vont être assez irritées parce que les Israéliens non plus
ne sont pas du tout contents. À Tel Aviv, il y a des évacuations. En Israël aussi, à la frontière avec le Liban, il y a des évacuations. Il y a des Israéliens qui veulent quitter le pays. La dette israélienne est en train d'augmenter énormément à cause des coûts de la guerre, alors qu'ils étaient déjà dans une économie anémique pendant toutes leurs agressions contre Gaza. Là, ils se relancent dans une même logique. Donc, c'est beaucoup de spéculation sur un avenir qui aurait dû rapporter une prospérité qu'on voit s'éloigner. Donc, sous la pression des opinions publiques israéliennes et américaines, forcément, ces guerres vont devoir se réduire gentiment, arriver à terme, arriver à l'arrêt total, arriver à des négociations. Et on va devoir composer avec un nouveau monde où on a face à nous des nouvelles puissances émergentes qui ont leur mot à dire. C'est-à-dire, le nouveau patron du Moyen-Orient maintenant, il n'est pas défini, mais on est dans une logique multipolaire que les États-Unis et Israël aussi vont devoir accepter. Et s'il y a une seule issue positive de cette guerre, ce serait celle-ci. Et ce sera le mot de la fin. Je remercie mes deux invités, Miret Zaki, journaliste et économiste qui a intervenu depuis Genève. Merci d'avoir été là, Madame Miret Zaki. Merci beaucoup. Je tiens à remercier également Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. À bientôt à tous les deux. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à bientôt.